adoption, donc le fait que les gens comprennent le produit et acceptent de l'utiliser, voire même non seulement acceptent, mais en tirent la quintessence, la raison d'être du produit. Ok, intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas d'informatique, parce que je pense qu'avec cette gamme-là, j'ai largement de quoi, et j'ai eu de quoi m'amuser, j'ai encore de quoi m'amuser au sens intellectuel du terme. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu vous voir et je vais continuer à travailler avec vous. Vous avez une compétence technologique, technique, vraiment sur un know-how, sur comment on fait les choses, que moi je ne cherche pas à développer de ce point de vue-là. Très bien. Et en termes d'industrie, est-ce que t'es toujours focus sur un type d'industrie ou... Alors, un type, si tu m'en donnes 7, puisqu'il y a 7 domaines où j'ai pu contribuer. Donc les domaines sont liés essentiellement de l'industrie, comme tu l'évoquais, mais aussi au secteur public, également à tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est ONG, sportive ou au niveau politique, diplomatie. Le fait qu'il y ait également de l'énergie, et puis de la banque et de l'assurance. Voilà les secteurs en 25 ans que j'ai eu plaisir à explorer et à contribuer à apporter des solutions informatiques utiles pour les utilisateurs. Et en termes de marché, est-ce que Ouais. c'était focus uniquement sur le marché suisse ou bien sur d'autres types de marchés? Alors je dirais Yain, c'est-à-dire que sur 25 ans, j'ai dû avoir la chance de travailler à peu près la moitié à l'international et la moitié en Suisse. Donc ça dépend si tu veux voir la moitié, de quelle moitié tu veux parler. Mais ma volonté, c'est vraiment d'avoir un ancrage fort en Suisse romande, à Genève, Lausanne, Valais, Neuchâtel, voilà, ça c'est Fribourg, pour n'oublier personne, et le Jura, où je suis allé cet été aussi. Donc ça, c'est important pour moi. Maintenant, s'il y a des vraies perspectives avec de la vraie valeur ajoutée et que ça part de la Suisse, parce que la Suisse, on innove quand même beaucoup, donc on aura l'occasion d'en reparler. Il y a beaucoup je trouve, de propositions de valeur qui sont faites avec la Suisse ou depuis la Suisse. Donc avec plaisir pour contribuer ça à l'international. Ok, intéressant. Et en termes de gestion de projet, quels ont été les projets qui t'ont le plus impacté ou qui t'ont le plus, on va dire, choqué durant ton expertise et ton expérience? Alors, le premier où j'ai vraiment eu un rôle significatif dans la gestion, c'était sur le secteur automobile, de la soudure. Il fallait que j'explique à des personnes, en gros, qu'ils allaient perdre le travail tel qu'ils l'avaient connu, parce qu'ils allaient devoir utiliser, via une base de données, je ne donnerai pas le nom, mais c'est un des gros éditeurs de bases de données, un logiciel, une interface homme-machine. Et c'était des gens qui avaient une vraie maîtrise de leur expertise, mais qui le faisaient avec des outils qui faisaient 20 à 30 kilos, des vraies pinces à souder, à clincher, pincer des tôles très forts. Et ça, c'était important pour moi parce qu'il fallait leur expliquer le changement. On pourra y revenir parce qu'il y a une analogie avec l'IA générative. Il y a un changement. Il y a aujourd'hui un changement, encore plus demain. Et dire à ces personnes qu'ils allaient faire des voitures comme ils l'avaient fait les X années avant, ben, non, c'était pas vrai. Donc on a décidé de dire refléter ce changement et là je salue le constructeur, hein, Peugeot Citroën, à cette époque-là, et de les accompagner en partie sur une phase d'adaptation de leur activité. Ça m'a vraiment énormément marqué. Le deuxième, rien à voir, c'était pour une ONG, une dimension qui me tenait à cœur, qui était plus, j'allais dire, caritative, où il fallait qu'ils justifient où passait l'argent. Donc les donateurs voulaient savoir où passait chaque cent, chaque penny. Et ils ont utilisé, tu parlais de transformation digitale, un logiciel, un ERP et un CRM pour la partie donation, pour tracer de bout en bout toutes les dépenses, donc la récolte déjà des fonds, et ensuite toutes les dépenses où passait l'argent. Il y avait 300 personnes qui se déplaçaient, et une forte partie de ces dépenses était liée au déplacement, puisque pour faire cette activité d'accompagnement, il fallait forcément qu'ils se rendent sur place. Ok. Et pour le premier cas, c'était quoi la timeline de la gestion du changement? Ça a duré à peu près 1 an et demi. J'ai collaboré pour l'entreprise 5 ans, après j'étais sur du SAP, mais ce projet-là, c'était 1 an et demi à peu près. Et le deuxième cas, l'aspect caritatif? 13 mois, ça je me souviens 13 mois. précisément, parce que Ok. voilà, il y a eu 2 événements qui font que je me souviens.
Quel a été l'impact sur le plan humain, je dirais, émotionnel, dans ces transitions, cette transformation digitale dans ces deux cas? Bah, ton point, il est vraiment, à mon sens, tout à fait pertinent parce que dans la transfo digitale, on s'intéresse d'abord à l'outil, Mhm. que ce soit une plateforme, que ce soit un produit, que ce soit voilà, depuis un téléphone ou dans le cloud, euh, ou un ordinateur. Mais à mon sens, ça devrait être d'abord l'humain qui doit être pris en compte parce qu'on change sa manière de travailler, voire on change même son activité, son métier. Et dans les deux cas, bah, comme je l'évoquais, le constructeur automobile a vraiment fait les choses avec une culture de la négociation et de la clarté. J'ai eu l'occasion de retravailler dans d'autres secteurs industriels, c'était clairement pas ça. Donc quand ça marche, il faut aussi le dire. Et puis l'autre, il y avait la contrainte, je dirais, financière de répondre à cette exigence des donateurs. Et au début, ça a été clairement perçu comme une sorte de gendarme électronique. Donc en plus, c'était en partie vrai. Donc là aussi, il y a eu un choix de dire la vérité, ou enfin, ce que moi j'ai compris comme la vérité, et du coup de le travailler. Et là, j'ai eu la chance, c'est d'avoir, alors je n'ai pas son autorisation pour la citer, mais je pense qu'elle se reconnaîtra, elle est toujours dans l'humanitaire. Une dame qui était directrice de l'administration et de la finance, enfin des finances, et qui a joué le jeu et qui a expliqué vraiment où ils en étaient et pourquoi ils devaient faire ce changement et pourquoi ils avaient, entre guillemets, pas le choix et pourquoi il fallait collaborer. Et ça m'a énormément aidé parce que d'un point de vue résistance et réticence, il y avait des questions, il y avait une volonté d'expliquer qu'ils avaient commis aucune erreur, ce qui était assurément le cas, mais il fallait le justifier. Et déjà, se justifier, c'est toujours délicat, alors qu'en plus, c'est fait via une machine, c'est encore plus délicat. Ou un système informatique, en l'occurrence, c'est encore plus délicat. Mhm. On va passer à l'aspect plutôt IA génératif, comme tu l'as mentionné, de changement. Du coup, en termes d'exemple de ce que tu as vécu, comment tu penses que ça va être impacté, on va dire, avec les nouvelles tendances technologiques qui sont en train d'arriver? Alors, les tendances, elles sont en train, comme tu le dis, puis elles continuent. C'est sorti aujourd'hui, vous pouvez regarder sur Internet, Computer Use, Anthropic. Donc, Anthropic, qui publie notamment Claude AI ou AI, va donner la possibilité de partiellement contrôler certains éléments de l'ordinateur d'utilisateur de cette solution pour, entre guillemets, comprendre ce que la personne fait et, toujours par analogie et puis par projection, aller chercher l'information et la saisir ou l'interpréter. Donc maintenant, ça veut dire que non seulement on a accès, je dirais, c'était l'analogie que je faisais avant en off sur Internet, il y a eu cette mise en connexion, en relation des connaissances. J'ai travaillé 2 ans pour une entreprise dans l'e-commerce et des produits, connaissances et produits. Au début, c'est ARPANET, c'est militaire, c'est université, tout ce qu'on veut bien. Puis après, on a eu vraiment la version marchande et puis les réseaux sociaux qui sont venus. Ok, 20 ans en 15 secondes. Et je pense qu'on est sur la même dynamique avec l'IA générative. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si ça va, la question est de savoir comment ça modifie aujourd'hui et comment ça va encore plus modifier demain. Et comme il y aura forcément des gens perdants et des gagnants, bah, c'est bien comprendre où on peut se situer et qu'est-ce qu'on peut faire de ces outils qui restent des outils. Alors technologiques, j'ai toujours du mal avec le mot intelligent moi là-dessus, mais bon, technologique, puissant, game changer, oui, et qu'est-ce qu'on en fait? Et là, il y a les dimensions éthiques qu'on évoquait tout à l'heure en aparté. Non, je pense que c'est une thématique que notre audience va se poser la question tout de suite, dans le sens où le nouvel outil qui a entrepris, qui a mentionné, comme tu l'as dit, qui est capable d'être, entre guillemets, présent dans l'ordinateur lui-même, en termes d'intrusion ou de confidentialité des données. Est-ce que déjà tu vois des alternatives ou des solutions pour limiter un maximum cette dangerosité? Alors, c'est un produit qui est sorti, qui a eu cette annonce il y a quelques heures. Donc avant déjà de me prononcer, tu vois, je voudrais voir le produit et le tester. Maintenant, ta question, elle est pertinente d'une manière générale. Dangerosité, oui. Moi, j'ai aussi envie de dire opportunité.
Le mot magique, à mon sens, c'est intermédiation. Et ce que Anthropic fait, c'est un pas de plus vers une intermédiation. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de machines qui vont faire pour nous, qui vont prolonger notre contenu pour nous, qui vont aller rechercher des infos à partir desquelles elles vont travailler pour nous. Ça va être... c'est une évidence pour moi. Après, pour nous, elle ne devrait pas être totalement à notre place. Et c'est là où la distinction, elle est fine. Et j'ai pas une réponse clairement à donner. Je reste quelqu'un d'attentif, je dirais de raisonnablement optimiste, mais conscient que, comme je l'évoquais, pour Internet et la mondialisation du web marchand, il y a eu des perdants, clairement. Il y en aura aussi pour l'IA générative, mais je pense que ce qui est bien, c'est d'avoir une approche la plus scientifique possible. Quand on marchait en provenance d'une email vers on marchait dans Genève, on a eu cet échange. Et ouais, moi, j'essaye toujours d'être la personne, parmi d'autres, qui essaye de poser les choses, d'expliquer, d'acculturer. Et puis après, les gens ont leurs opinions, ont leurs convictions, ont leurs croyances. Mais si c'est déjà basé sur quelque chose de factuel, d'observable, en fait, je trouve ça bien. Et pour finir de te répondre, je pense que le risque, il est que comme ça va vraiment vite, comme c'est de plus en plus technologique, c'est, si vous me passez l'expression, une usine à fantasmes. Et puis on lit tout son contraire, l'inverse, l'opposé, enfin n'importe quoi. Alors qu'il y a des choses qui peuvent faire peur, ça je comprends, mais c'est un outil. Et l'exemple qu'on donnait tout à l'heure du couteau, un couteau on peut tuer avec, mais on peut aussi s'en servir tous les jours pour manger et faire des choses intéressantes en termes aménager son intérieur ou des choses comme ça. Je me dis, dans quoi est-ce qu'il vit s'il aménage son intérieur avec un couteau? Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en tout cas, on peut s'en servir pour manger, ça c'est sûr. Et c'est pas l'outil qui est la cause du problème, c'est l'usage qu'on fait de l'outil qui est la cause, je pense. Et en termes d'opportunités, quelles sont pour toi les opportunités, d'une part pour les entreprises, mais aussi d'une autre part pour une personne, on va dire, lambda qui veut s'intéresser à l'IA et puis profiter de cette nouvelle tendance, cette nouvelle technologie pour pouvoir faire quelque chose de ça? Alors, pour les entreprises, elles sont énormes dans la mesure où ils ont la possibilité de travailler sur leur propre modèle. Ça, vous en connaissez un rayon déjà. Je travaille aussi avec d'autres partenaires, et je vous remercie de me permettre de les citer. C'est Guild for AI, qui a une dimension aussi très francophone, notamment en Afrique. Et ce réseau, il me montre à quel point ça s'est implanté et en développement dans les entreprises. Par entreprise, pour moi, il y a du privé, mais il y a aussi du secteur public. Il y a aussi l'éducation. Et là, je fais le lien sur les individus. On a accès, c'est indéfini, mais les individus, on a accès à des masses d'informations colossales. Et c'est ce qu'on a aussi illustré. Et là, j'ai fait au Swiss IT Forum, j'ai fait cette présentation de ce chatbot, donc RAG. On recherche des infos, on les augmente en termes de fiabilité et on génère du contenu. Et ça, pour apprendre, l'individu, il peut l'utiliser aujourd'hui. C'est pas dans 10 ans, c'est aujourd'hui. Alors, il faut, et c'est là où on revient à l'essentiel, la data, il faut avoir confiance dans l'info qui est mise dans le système informatique, dans le chatbot en l'occurrence. Et c'est là tout l'enjeu, c'est la confiance qu'on a dans les données. Et pour finir de boucler et de répondre à ta question, là où les entreprises, à mon sens, ont des vraies problématiques, c'est avec quelles données elles vont faire du business, avec quelles données elles vont promouvoir leurs produits, avec quelles données elles vont aller fournir des informations qui vont permettre à leurs experts, à leurs expertes de proposer quelque chose qui a de la valeur. C'est ça la vraie information. Et c'est pas... quel que soit l'acteur, ce n'est pas uniquement les acteurs généralistes de l'IA générative qui sauraient être la solution. Pour moi, c'est comme une palette, et chacun peut jouer sur des différentes couleurs. Et je pense qu'en Suisse, on a cette chance d'avoir un tissu économique de PME, d'innovation, les 2 EPF, de gens comme vous qui sont récents dans le monde du travail, mais déjà de plein pied dans le monde du travail, qui ont été éduqués, qui ont cette réflexion et qui ont envie de proposer de la valeur en étant entrepreneurs. Et ça, c'est précieux. Tu as mentionné brièvement la technique du RAG en fait, dans ton propos.
Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment en fait les entreprises ou bien même les individus peuvent bénéficier de cette technique avec leurs données et en termes de productivité? Alors, les individus, c'est facile, ils vont sur vbch.ch. Merci pour les 15 secondes de pub. Et les entreprises, ils vont aussi sur vbch.ch et ils nous contactent. Non, plus sérieusement, le fait qu'il y ait la possibilité d'aller identifier des sources et d'enrichir des modèles, on l'a fait ensemble avec ces questions et ces sélections d'informations qui se sont injectées dans les prompts, puisque c'est ça, le retrieval, d'augmenter ça et de garder une fiabilité des informations, puisque le modèle a été entraîné sur des thématiques précises. Ça, pour les entreprises, je pense que c'est immense comme débouché. Ça peut aussi bien être, en fait, tout ce qui est régulé. Donc, plein de domaines. Les assurances, le juridique, le pharmaceutique, des procédures industrielles, l'énergie. J'avais un client en acculturation sur de l'énergie, on peut aussi faire ça. Et puis, là aussi, sky is the limit, parce qu'en gros, il n'y a pas un seul domaine qui ne soit pas structuré. Donc, du moment que vous avez des sources d'informations, que ce soit légal, des bonnes pratiques, des procédures, vous pouvez l'entraîner là-dessus. Et maintenant, l'industrie aussi. Oui, je pense. Alors, évidemment, si tu me dis que ton industrie est dans la transformation de matières premières, là, peut-être moins. Mais ce n'est pas un domaine que je connais, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, dans tous ceux que j'ai cités et évoqués, là, les 7, ceux-là, oui, clairement. On part toujours sur la base de comprendre le besoin et en fonction du besoin, adapter les inputs et les données qu'on va mettre en place. Absolument, c'est essentiel. Et tu as raison de le repréciser, Eben, c'est comprendre le besoin. Donc nous sommes des gens qui facilitons l'intermédiation avec ces systèmes, ces chatbots, ces IA génératives, et proposons une solution en la conceptualisant et en la réalisant. En fait. Et personnalisée aussi, qui est adaptée à la solution, à l'entreprise elle-même. Et ça, les Suisses, nous sommes plutôt bons là-dessus. Exact, comme les couteaux suisses. Comme les couteaux suisses. Tu as aussi évoqué l'aspect formation et de montrer aussi aux gens, d'éduquer les jeunes ou ceux qui naissent pas au niveau IA génératif. Est-ce que tu peux en parler un peu plus par rapport à ça, sur comment tu abordes la chose et puis comment tu éduques les personnes sur cette thématique-là? Alors, je comprends la question. Éduquer, je ne sais pas si je les éduque. En tout cas, je partage des connaissances parce que j'en apprends aussi énormément. Et puis, ce qui est important pour moi, ça représente à peu près 20% de mon activité. Donc oui, il y a une dimension économique, mais il y a un vrai plaisir à faire ça. Et ce qui est important pour moi, c'est d'être un passeur, un facilitateur. Et je le fais à la HESO, à la HEG, donc la Haute École de Gestion. Je ne sais plus si c'était de gestion de Genève ou Haute École genevoise de gestion. Gestion de Genève. Gestion de Genève, merci. Donc je le fais à la HEG, et puis je le fais également pour un centre de formation qui s'appelle Digicomp. Et ça, c'est très important parce que tu évoquais les personnes plus jeunes. Je pense qu'à 2 ans près, vous avez à peu près le même âge, mais vous en avez fait quelque chose de ces 2 ans, donc bravo. Et je dirais, ça c'est intéressant parce que c'est vraiment un regard différent, un regard neuf, et avec des attentes qui sont différentes, ou si elles sont les mêmes, les outils sont différents. Donc là, j'apprends aussi beaucoup. On parle d'agilité dans les organisations, les entreprises. Et puis, l'autre versant, ce sont des gens qui viennent en tant qu'individus. Là, je reviens à ta question, entreprise, individu. Soit ils viennent en tant qu'individu, soit c'est l'entreprise qui me mandate via cette société Digicomp de formation. Et ça, c'est super enrichissant dans la mesure où ça me donne des thématiques. Elles sont là, mes expertises sur les 7 industries. Ça me donne des thématiques où les gens m'expliquent ce qu'ils font. Puis moi, j'essaye de leur apporter un cadre méthodo, analyse, gestion, transfo, digital, et ou un logiciel qui va bien. Et là, on retrouve le chatbot, l'IA générative. Okay. Du coup, tu as participé aussi à plusieurs conférences sur l'IA, notamment au Swiss IT. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton retour d'expérience? Bon, on était là et puis la salle était full, mais c'était assez intéressant. Si tu peux juste nous... Oui, bien sûr. Je pense que l'idée, c'est toujours de raconter une histoire quand on veut sensibiliser sur une avancée technologique.
pour éviter c'est ce que j'évoquais là, ces usines à fantasmes, Mhm. c'est de raconter une histoire. Et puis, comme je l'évoquais aussi, moi je suis pas le plus technique de la bande, c'est pas mon positionnement. Par contre, je facilite la relation entre ceux qui construisent et ceux qui utilisent, et en analyse, en gestion. Et donc, en fait, pendant ces 40, 40 ou 45 minutes, ça m'a paru très très rapide de toute façon, j'ai eu cette opportunité de raconter comment il y a eu plusieurs variantes autour d'une IA générative, d'abord construite sur la solution ChatGPT d'OpenAI, fait par un partenaire avec qui je suis toujours en discussion et en relation. Ensuite, il y a eu, je dirais, la solution que vous avez proposée, basée sur un arbre de décision très précise, très qualitative, et aussi, sur laquelle nous sommes toujours en train de travailler, et aussi une autre variante plus travaillée sur le prompt. Et le fait de présenter ces trois variations, ces trois variantes, pour moi, ça montre la richesse de l'IA générative sur le chatbot. Une petite illustration, mais quand même. Et puis, c'est un côté très humain, donc c'est très engageant. Parce que entre lire quelque chose avec une entreprise qui pèse 150 milliards de dollars et voir le gars d'à côté qui fait quelque chose avec les deux autres gars d'à côté, l'histoire n'est pas la même. Et du coup, les accès sont différents et la projection est différente. Mhm. Voilà. Et en termes de projection, pour toi, c'est quoi la projection pour les entreprises dans les 5 ou 10 prochaines années? Bonne question. J'aurais envie de dire vraiment, les limites technologiques vont être continuellement repoussées. Ça, en disant ça, je ne prends aucun risque. Essayons de réfléchir là où ça... Pas que de l'éthique, mais aussi de l'éthique. Et où ça a un vrai apport comment dire, de valeur, au sens où s'il y a quelque chose qui est fait par un humain de manière dangereuse, peut-être que là, envoyer une machine et interfacer avec une IA générative peut avoir du sens. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément leur faire de la publicité là-dessus parce que j'ai vu des utilisations discutables, mais vous avez Boston Robotics qui propose des machines qui sont capables d'aller chercher physiquement le fait que certaines pièces soient présentes ou pas dans un entrepôt, de revenir et via l'IA générative de vous faire un rapport détaillé, oral, et c'est précis, d'accord. La même machine, alors ça je l'ai pas vu la deuxième partie, mais peut être équipée d'une arme et faire malheureusement à peu près le même type de démarche, faire un rapport détaillé mais pas sur la même finalité. Donc pour moi l'enjeu, alors je prends une image choc un peu volontairement, mais l'enjeu il va être là. C'est une fois qu'on va avoir un système avec de l'IA générative entre autres, parce qu'il y a toute la robotique qui évolue énormément. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis ça, j'espère qu'en Suisse, on continuera à avoir une sorte de bon sens qui fait qu'on peut continuer à faire quand même beaucoup de laisser-faire au niveau économique et au niveau éducatif, tester des choses, faire des startups, monter des entreprises en partenariat privé-public. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça correspond à une valeur que j'ai. Comme d'autres, pas le seul, loin de là, mais ça me plaît de faire ça. Et j'espère que c'est le choix qu'on va continuer à faire. Pas à surlégiférer et pas non plus à laisser tout faire, parce que laisser tout faire, oui, ça peut être dangereux. Les extrêmes sont pas Voilà, Ouais, une fois de clairement. plus, comme souvent. Ouais. Ça me fait penser d'ailleurs, il y a quelques semaines en arrière, Elon Musk avait fait une présentation de ses nouveaux outils Tesla. Et il y avait justement un défilé de robots. Mhm. Et eux, ils sont positionnés sur le fait que ces robots pouvaient être utiles dans les tâches ménagères ou les tâches au quotidien à la maison avec les familles, ou même faire du babysitting. Je crois qu'il l'a même dit explicitement. Et je voulais savoir ton avis vis-à-vis de ça, et surtout avec l'IA générative. Ça ne me choquerait pas qu'il y ait aussi cette façon de réfléchir des robots avec cette technologie-là. Comment faire en sorte de soit la brider ou de faire en sorte de la contrôler vis-à-vis des échelles des individus, enfin des ménages qui n'ont pas forcément une expertise en technologie. Est-ce que tu as
quelques idées autour de ça Alors, déjà, sur la dimension factuelle, ce que j'ai lu, je ne l'ai pas vérifié, hein, mais ce que j'ai lu, c'est qu'une partie de cette démonstration était en fait une vraie interaction homme-machine, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pilotaient ces robots. Donc le robot n'était pas autonome. Bon, c'est pas ce que j'ai compris quand j'ai vu la présentation. J'ai pas entendu Musk dire que ces robots étaient pilotés. Donc ça déjà, ça me gêne un peu, parce que si c'est avéré, en ne disant pas ce genre d'infos, alors on peut jouer hein, sur, je l'ai pas dit, mais j'ai pas dit non plus le contraire. Ok, bon, mais quand on fait une présentation d'un robot, on s'attend à ce que ce soit le robot qui agisse. Donc là, ça me gêne un peu. Et n'en demeure pas moins que ta question, elle est pertinente, même si c'est peut-être pas encore aujourd'hui. Dans quelques temps, et quelques temps, c'est pas si loin, il y aura ce genre d'offre. À mon sens, ça revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut comprendre avant de juger, mais pour comprendre, il faut accéder à l'information. Donc je reviens à mon histoire d'IA générative et la vraie valeur ajoutée des solutions que je propose via vbch.ch, c'est d'expliquer d'où vient l'information. Comme ça, les gens, ils ont leurs propres convictions, leurs propres valeurs, leurs propres croyances, et puis ils décident. Mais tout est sourcé. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et si les entreprises et les individus ont cette rigueur d'aller chercher les informations, d'aller chercher comment l'outil fonctionne, à mon sens, après, ils seront plus confiants sur le fait qu'ils puissent ou pas, ça c'est leur choix, décider de laisser la chair de leur chair, l'être aimé avec une machine. Évidemment. Ça appartient, c'est un choix individuel. Non, ça fera des nouveaux débats, on va dire. Oh, oui. Mis à Clairement. part ça, à quel moment tu as entendu parler de l'IA? Alors de l'IA, si c'est pas l'IA générative. Hein. L'IA au terme général. Alors machine learning, c'était web sémantique, c'était, j'avais votre âge hein, à peu près. Donc pas avant-hier. Ça va, ça va. Ça va, merci, c'est gentil. Mais ouais, c'était il y a une bonne vingtaine d'années. Ok. Ensuite, l'IA générative vraiment grand public, 2 grosses années à peu près. Voilà. 2022, 2000. Ouais, c'est ça. Quand Ouais. ChatGPT est sorti. Alors, techniquement, il y avait un autre acteur, mais qui était pas connu. C'était juste avant ChatGPT. Et puis, il faut savoir en Suisse aussi, puisque ça, c'est aussi... Moi, je vous ai dit, hein, je suis quelqu'un qui facilite. Vous avez Estia.ai, qui est aussi un monsieur... Enfin, il n'y a pas qu'un monsieur, mais c'est un monsieur qui a contribué à révéler des informations avec Cambridge Analytica. Et ça, je pense que ça serait un intérêt de le rencontrer. Et pourquoi ? Parce qu'il est dans cette logique d'expliquer, de vulgariser de l'information correcte, pas biaisée. Et puis après, les gens font leur On a eu la travail. chance de le rencontrer et puis de discuter aussi avec lui. Je savais pas. Voilà. Ok. Du coup, ouais, c'est intéressant. Il est de passionnant. savoir. Ouais, franchement, Ouais. il est même passé sur Netflix. Ah ouais ? Ouais, sur le. Ah, j'ai raté ça. Sur l'histoire de Cambridge Analytica, justement. Ouais. Il y a aussi un léger engouement autour des agents. Oui. Il y a toujours dans le contexte de l'IA générative, mais du coup, en fait, là, on passerait plus sur une perspective de mission. Donc, je te donne une tâche à exécuter et tu as des outils qui te sont appropriés en tant qu'agent. Libre à toi de les utiliser comme bon te semble pour réaliser la tâche finale. Comment pourraient être implémentés ces agents selon toi au sein des entreprises, peut-être même dans quel département tu les verrais utiles? Est-ce que tu as des idées aussi autour de ça? Alors, je vais te faire une réponse en 2 parties. La première, c'est pour moi ce vers quoi Anthropic, si j'ai bien compris l'annonce, hein, qui est parue aujourd'hui. Donc, de nouveau, il faut vérifier la réalité de cette annonce, mais c'est ce vers quoi ils tendent. Donc, c'est le fait de récupérer des informations sur l'ordinateur de la personne et d'avoir cet agent qui va compléter la tâche, voire se substituer à une partie de la recherche, puisqu'il a compris la démarche, capte l'information potentiellement dans un autre logiciel et la ramène dans le logiciel. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur le site d'Anthropic et sur Reuters. Ils sont des sources intéressantes, je pense. Maintenant, je reviens sur la deuxième partie.
Du coup, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Et dans quel domaine? Je répondrai avec modestie déjà sur, entre guillemets, alors 7 c'est déjà beaucoup, domaines que je connais un peu. Pour moi, l'industrie, ça va être un vrai élément différenciateur. Mais il y a aussi la comptabilité. Et ça, vous êtes indépendant, hein, vous êtes entrepreneur, vous avez une compta à faire. Donc les comptables, à mon sens, ont à la fois des belles perspectives et, s'ils ne font rien, des dangers. C'est comme tout. Il y a des marges de progression en termes d'efficience. Le temps qui va être mis par une machine, une fois qu'il y aura cette tâche de fait et de maîtriser avec ses agents, sera forcément nettement moins longue, donc sera beaucoup plus courte qu'avec un humain. Aujourd'hui, le chiffre qu'annonçait Anthropic, c'était 22% de fiabilité sur les tâches qui sont confiées aux agents. De nouveau, hein, ce chiffre il vient de sortir, enfin, la feature vient de sortir. Mais ça, pour répondre à ta question, tous les éléments tendent à penser que tout ce qui est une tâche répétitive, la compta peut être une tâche, enfin il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment, mais il y a quand même des tâches répétitives de saisie. Ça peut être sous-traité ou déchargé, ça dépend comment on voit les choses. Dans l'industrie, j'ai travaillé dans l'industrie automobile, là aussi il y a des tâches que l'on peut décharger, mais d'une manière plus globale, tout ce qui est production de rapports, tout ce qui est identification d'une séquence, je dirais, reproductible avec des informations à les sourcer, et ensuite à concaténer, tout ça, un agent peut le faire, et déjà en grande partie avec les outils d'automation comme Make ou N8N, voilà, Zapier, voilà. Donc déjà ça, à mon sens, il y a déjà des propositions qui sont intéressantes, et puis ça ne va qu'augmenter, que croître. Intéressant. Okay. Tu avais mentionné ce 22%, ouais. Et même avant brièvement le podcast, la question c'est, est-ce que tu trouves pas ça un peu, je dirais pas dangereux, mais plutôt risqué? Enfin, quel est l'objectif derrière cette annonce de d'émettre un 22% de réussite au grand public? Enfin, l'annonce comme telle quelle, c'est pas un peu ambigu? Alors, je ne vais surtout pas me substituer à Anthropic, donc ça n'engage que moi. Quand tu commences, parce que là, c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité, enfin non, je vais prendre une précaution avec ce que je pense. Je ne connais pas d'outil qui fait ça aujourd'hui. Voilà. Il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Donc, quand tu offres une nouvelle fonctionnalité, déjà de faire du 1 sur 5, moi, à mon sens, c'est déjà beaucoup, parce que c'est nouveau. On voit la vitesse à laquelle il y a eu ces évolutions, tu l'évoquais, hein, Eben, au cours des 2 dernières années. Ça veut dire que si on garde cette même tendance, ça sera une question de mois ou de mois avec un S à la fin, ok, très bien. Mais pas de 5 ans, quoi. C'est allez, je ne sais pas dire, 3, 6, 12, 18, 24. Et puis on va monter à bien plus que 20, on va de nouveau fiabiliser ça. Et c'est ça la tendance, à mon avis. Ils veulent être pionniers. C'est toujours la notion, c'est à San Francisco, donc Californie, donc États-Unis. Donc il y a cette notion d'être les premiers à se positionner sur une feature, une fonctionnalité qui, à mon sens, n'existe pas. Et ça, c'est fort comme message. Donc on sait qu'il y a 5-6 grands joueurs ou 7 gros joueurs au niveau mondial. Eux, ils sont les premiers à sortir quelque chose. Donc ils y vont. Là où moi, j'aime bien Anthropic, parce que je trouve que leurs solutions permettent d'être intégrées via leur API. D'ailleurs, c'est un des LLM les plus utilisés par les développeurs. Hein. C'est qu'ils ont, me semble-t-il, une démarche assez factuelle, assez scientifique. Et quand ils font des annonces, c'est pas dithyrambique. Chacun a sa manière d'apprécier. Mais moi, je suis plus sensible à cette démarche-là, plutôt que d'autres qui feraient piloter des robots. Bon, okay. Même partiellement. Ça me gêne plus. Mais voilà, donc pour ça que je l'ai mentionné, ces 22%, parce que c'est vraiment innovant. Ça, c'est une innovation. Bien ou pas, chacun a son opinion. Et ils veulent être les premiers à communiquer là-dessus. Et être transparent aussi. Et être transparent, tout à fait, tu as raison. Ça, je pense que c'est un point qu'on oublie souvent. Tout la à fait. transparence dans tout ce qui est innovation. Et c'est ça qu'il faudrait aller vérifier, si c'est vraiment 22% ou pas, mais bon.
Le chiffre me paraît correct. Je pense que c'est bon. Petite question? Moi, j'en ai Est-ce que une. tu as des questions? En tout cas, une. Volontiers. On a donc travaillé, alors pour qu'on positionne, hein, on a travaillé sur de l'IA générative, sur un chatbot, centré, comme vous l'avez dit, sur 3 domaines de compétences, domaines qui peuvent changer, puisque vous avez la capacité de le faire pour d'autres secteurs d'activité. Le fait qu'on soit en maturation, on va dire, de cette solution, qu'est-ce que vous avez appris? Première question, j'en ai 2 en fait des questions. Qu'est-ce que vous avez appris et comment vous ferez différemment la prochaine fois, puisque je vous le souhaite vraiment, je dirais du fond du cœur, c'est d'avoir d'autres commandes pour ce type de solution, notamment, pas que, mais notamment. Alors pour la première question, je pense que c'est l'aspect conception, où en fait c'est vraiment de comprendre ce que toi t'imagines et ce que nous on imagine, ce qui est une adéquation ou pas. Ouais. Et de se mettre aussi à ta place et de savoir c'est quoi la gestion de projet, c'est quoi la business analyse, c'est quoi la transformation digitale, et aussi de faire une analyse des données que tu avais, étant donné qu'on a utilisé le système RAG. Du coup, il faut quand même analyser les données, savoir ce que c'est pertinent ou pas, parce que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'informations que c'est accurate à la fin. Donc du coup, il y a quand même un filtrage à faire. Et cette partie-là, en fait, elle est souvent sous-estimée parce qu'elle prend beaucoup de temps. Et là, on a un peu sous-estimé, on va dire, cette tâche-là. Et ensuite, après, ce qu'on a bien fait, c'est toujours communiquer. Chaque semaine, on se voyait ou on faisait des FaceTime. Et là, du coup, on pouvait avoir un suivi et puis une marche à suivre qui était définie. Et la deuxième question, c'était Comment qu'est-ce qu'on vous ferait le referez différemment? Différemment, exactement. Je pense à la partie conception, là, vraiment comprendre ce que la personne veut, quels sont ses objectifs finaux, et définir un périmètre sur peut-être sur un temps donné. D'accord. J'aimerais également ajouter pour la partie... Commençons par la partie conception, une meilleure peut-être visualisation des idées. Donc certes, c'est une partie qui est liée au brainstorming, mais si on peut déjà apporter des sortes de mock-up ou de modèles déjà prédéfinis pour déjà, dans un premier temps, orienter la discussion vers une direction, ou bien juste influencer en fait la discussion de façon générale par rapport à ce qui est déjà possible aujourd'hui et ce qui peut être déjà en fait une première étape dans la production de l'outil final, ça serait déjà aussi un plus. Et dans une autre partie, ça serait plus du coup la partie développement. Comment concilier communication et technique. Donc là, je rentre un peu dans le jargon, mais il y avait justement cette partie log qu'on avait mentionnée, où tu peux avoir en fait un historique des actions qui sont émises. Et ça aussi, je pense qu'on aurait dû peut-être les communiquer beaucoup plus tôt en termes de développement du chatbot ou même de la partie automatisation. C'est aussi des parties qui peuvent être intégrées déjà en amont vis-à-vis de ce qui est possible à faire avant la livraison finale. Plutôt qu'attendre en fait la livraison finale et ensuite tu peux avoir accès à toutes les historiques. D'accord. Il y a un autre point aussi, le contrat. Avoir une page de 10 pages, comme tu avais transmis au début. 10 c'était gentil, je crois qu'il y avait même plus. Il y avait plus. Il y avait plus. Je me suis dit, ça y est, je suis avec des avocats. C'était un pavé. Okay. Ça aussi, faire beaucoup plus simple et comme tu l'avais énoncé, le principe de la bonne foi qui suffit amplement à mettre d'accord, aligner les deux parties. Mais on n'est pas des étudiants en droit, ça c'était pas vraiment notre domaine. Mais je tiens en tout cas à dire que aussi bien Eben qu'Edouard sont des gens, comme je l'avais évoqué dans une autre capsule vidéo, sympathiques et professionnels. Et ça, ça m'a fait plaisir de déjà, vous rencontrer, 2, de travailler toujours sur cette variante de cette IA générative chatbot RAG, et puis 3, de continuer avec cette vidéo et d'autres. Et puis j'espère que vous aurez par capillarité accès aussi à d'autres réseaux. En tout cas, moi, je serais ravi de vous présenter à d'autres personnes, et je serais ravi que vous fassiez la même chose, parce que je crois vraiment à la force de ce réseau.
On est entrepreneur, on veut le faire ici en Suisse, ailleurs aussi s'il y a un intérêt, mais le faire ici en Suisse, à Genève. Et puis on a quand même plein d'atouts pour le faire ici à Genève. Voilà. Clairement. On tient aussi à te remercier en fait pour l'opportunité que tu nous avais offerte pour faire l'intervention dans un de tes cours. C'était super intéressant et instructif en fait de partager encore une fois nos connaissances devant une classe d'étudiants. Et c'était notre première intervention concrète en présentiel devant une audience. Il y a aussi le fait que ce soit des jeunes, ça a complètement cassé les barrières de distance. Enfin, la proximité s'est fait ressentir dès le début. Donc c'était vraiment un échange très interactif et on a senti les gens impliqués dans la discussion. Et du coup, c'était une super opportunité. On tenait à te remercier pour ça. Avec plaisir. Ouais. Donc, ceci clôt le podcast entre Vincent Bertin et BDI, donc Eben et Edouard. On espère que vous avez apprécié cette durée, ce long format de vidéo. Et n'hésitez pas à commenter ou à partager vos retours si vous en avez. C'est toujours instructif et constructif également. À bientôt. Merci, à bientôt.